Quelle est la porte d'entrée d'un récit? Accordons-nous sur une réponse plutôt évidente, son ou ses protagonistes. Et il s'agit certainement de l'une des premières tâches auxquelles va s'atteler un scénariste. Qui sont ces personnages principaux? Pourquoi? Et qu'ont-ils à apporter aux futurs spectateurs de son œuvre? Nous allons tenter d'en comprendre les mécanismes au travers de l'œuvre d'aujourd'hui, Mon voisin Totoro. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Mon voisin Totoro est un film d'animation japonaise sorti en 1988 dans son pays d'origine, écrit et réalisé par l'illustre Hayao Miyazaki, au sein du studio Ghibli. Pour les quelques profanes, le studio Ghibli est également le géniteur de chefs-d'œuvre tels que Le tombeau des Lucioles, Princesse Mononoke ou encore Le château ambulant. Mon voisin Totoro représente un tournant dans l'histoire du studio. En effet, après les deux succès critiques et commerciaux, Naoshika de la vallée du vent et Le château dans le ciel, des histoires d'aventure abreuvées en scènes d'action, Mon voisin Totoro nous narre, basiquement, pourrions-nous dire, le quotidien d'une famille japonaise. Il est bon de savoir qu'une version restaurée, plus haute en couleur, a vu le jour en 2018. Elle peut être une excellente raison de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre, même si le film d'origine reste d'une qualité visuelle et sonore enchanteresse. Désormais, il nous faut pousser la porte d'entrée de l'œuvre et entamer notre voyage analytique. Et si vous avez cerné le propos de cette vidéo, il doit vous sembler nécessaire de définir un aspect bien particulier du film avant toute autre chose. Quelle est la porte d'entrée de Mon voisin Totoro? Et je vous répondrai que celle-ci est bicéphale puisqu'elle comprend Mei et Satsuki, deux jeunes filles âgées respectivement de 6 et 10 ans. Pourquoi le choix de l'enfant? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dès à présent. Mon voisin Totoro conte l'histoire de deux jeunes filles déménageant dans la campagne non loin de Tokyo avec leur père afin de se rapprocher de l'établissement dans lequel est hospitalisée leur mère. Au travers d'un parcours initiatique, aux thèmes graves comme le rapport à la maladie et à la mort et les responsabilités liées au passage à l'adulte, les deux jeunes filles vont faire la rencontre d'êtres fabuleux, les Totoro. Comme nous le constations plus tôt, le point de vue de cette histoire est exclusivement celui des enfants. Cela est appuyé par le fait que le nom des parents ne soit jamais évoqué et que leur seule appellation se résume à père ou mère. L'absence de technologie moderne et l'apparence générale du village et des maisons a permis à des personnes d'identifier la période dans laquelle se situe l'histoire. Nous nous trouvons dans la décennie 1950. Cette décennie, associée aux âges des jeunes filles, correspond à l'enfance de l'auteur. Ce n'est d'ailleurs pas l'unique parallèle qu'il est possible de faire entre la vie de Miyazaki et l'histoire se déroulant tout au long du film. Par exemple, la mère des deux jeunes filles est atteinte d'une maladie qui s'apparente à celle qu'a subie la mère de Miyazaki lorsqu'il était enfant, la tuberculose. En outre, l'hôpital dans lequel est traitée la mère des fillettes existe bel et bien et était reconnu, à l'époque, comme un centre de traitement de la tuberculose. Cette histoire, aux allures autobiographiques, est également imprégnée d'un très fort aspect religieux. Les deux religions qui coexistent au Japon, le bouddhisme et le shintoïsme, sont, dans ce film, présentes par le biais d'une multitude de lieux, de pratiques et d'objets. Nous pouvons observer de nombreuses petites constructions de pierre, comme celle-ci au bord d'une mare, qui, au regard du shintoïsme, doit incarner ou représenter le protecteur du lieu en question. Le bouddhisme est, de la même façon, visible grâce au statut de Hojizo-san. Il s'agit là de protecteurs des voyageurs, notamment sur les routes de campagne. Le lieu rassemblant le plus d'aspects religieux est, sans conteste, le Camphrier et ses alentours. Pour le rejoindre, il est nécessaire de passer au préalable sous un tori, portail signalant l'entrée dans un territoire sacré. L'arbre à camphre, poussant au milieu du bois profond, lieu dont la connotation religieuse n'est plus approuvée, est orné d'un shimenawa, une corde sacrée
constitué de torsades de paille de riz, délimitant un sanctuaire, un lieu de culte voué à un kami, une divinité ou un esprit dans le shintoïsme. Juste avant d'atteindre l'arbre, les deux fillettes et leur père passent devant l'une des constructions dédiées à une divinité. Nous voyons au premier plan que l'une d'entre elles, réservée aux offrandes, a été renversée. Le fait de l'avoir ainsi détruite peut s'apparenter à un signe annonciateur de la morale de l'histoire, sur laquelle nous nous attarderons un peu plus tard. Tout ce que nous venons d'aborder, que ce soit ce reflet de la vie de Miyazaki, l'aspect réel apporté par les lieux et les noms, ou même la forte présence de la religion, font de l'univers de ce film un monde particulièrement proche du nôtre, presque réel. Pourquoi de tels efforts de réalisme ? Pour nous préparer à l'irruption étonnante d'êtres non moins étonnants, les Totoro, et, avec eux, le développement du genre fantastique. Esprit de la forêt, les Totoro ont une apparence mélangeant les attributs de l'ours, du chat ou même du tanuki. Créature présente dans aucune autre œuvre, le Totoro a été engendré par l'imagination propre de Miyazaki. L'imagination, nous y voici enfin. Car oui, au travers de ce quotidien empreint de sentiments douloureux comme égayants, Mon voisin Totoro se veut un hymne à l'imagination et plus particulièrement à celle des enfants. L'imaginaire et la dimension fantastique, qui s'en voient liés par nature, point dès les premières minutes du récit. À peine arrivées dans leur nouvelle demeure, les jeunes filles arpentent ses couloirs et ses recoins. Elles découvrent alors des glands qui semblent tomber du plafond, indiquant une présence inconnue. De plus, la maison est fréquemment qualifiée de hantée. Le début de l'œuvre, mêlant des enfants et d'étranges animaux, dont l'apparition pourrait effrayer, n'est pas sans rappeler une œuvre que nous avons déjà abordée dans d'autres vidéos, Alice au pays des merveilles. Miyazaki assume pleinement ses inspirations, reproduisant avec plus ou moins de subtilité certaines scènes ou personnages du roman de l'écrivain britannique. Tout d'abord, il est impossible de manquer l'analogie entre l'entrée d'Alice dans le terrier et l'entrée de Mei dans le territoire boisé des Totoro. L'une comme l'autre, par ce passage, foule un monde à la lisière de l'imaginaire et du rêve pur et simple. Satsuki retrouvera d'ailleurs Mei endormie au fond de ce couloir feuillu. De plus, le lapin blanc que Alice suit se voit remplacé par le plus jeune des Totoro, une petite boule de poils aux oreilles et à la couleur significative. Un autre personnage connecte également les deux œuvres. Il s'agit du chat. Celui de Cheshire pour le roman et celui à la forme de bus pour le long métrage. Leur capacité à disparaître et leur sourire particulièrement énigmatique se font écho. Ainsi, Mon voisin Totoro, comme Alice au pays des merveilles, traite de sujets communs. L'imagination de l'enfant, l'envie d'ailleurs et la convoitise que peut parfois nourrir l'adulte vis-à-vis de l'enfant en ce qui concerne sa créativité et sa capacité à imaginer un autre monde. Cependant, contrairement au roman britannique, Mon voisin Totoro ne plonge pas ses héroïnes dans un monde absurde, dérangeant, voire effrayant. Son univers se montre plus clément. Les créatures ne sont jamais hostiles et elles ne causent aucune perte de repères. D'ailleurs, le rapport à l'imaginaire qu'entretiennent les deux filles tout au long du récit emprunte des parcours différents selon la petite ou la grande sœur. Satsuki, étant plus âgée et quasiment sortie de l'enfance, n'a pas la même facilité que Mei à accepter la présence d'un monde merveilleux autour de l'arbre sacré. Elle accepte la présence des êtres féeriques uniquement après y avoir été confrontée en personne. Néanmoins, cela n'implique pas un retour dans l'enfance pour croire à leur existence. Au contraire, la rencontre avec les Totoro fait de Mei et Satsuki deux filles plus responsables et plus aptes à comprendre le monde des adultes qui les entourent. Cela est notamment visible dans la scène où Mei se penche au-dessus d'une mare pour observer des têtards. La fillette s'apparente alors elle-même à une grenouille. Cet amphibien, caractérisé par un changement de forme conséquent au cours de sa vie, reflète l'enfance grandissante, voire l'adolescence, et ses évolutions corporelles.
Ainsi, cette aventure prend l'aspect d'une initiation aussi bien pour Mei que pour Satsuki. D'ailleurs, au Japon, la grenouille symbolise la chance des voyageurs et leur retour à la maison. Ainsi, les Japonais peuvent porter un talisman ou une amulette de grenouille durant leur expédition. Ceci renvoie donc au pan religieux traité un peu plus tôt. L'initiation n'est pas l'unique bienfait qu'apporte l'imagination dans Mon voisin Totoro. Nous pouvons par exemple creuser l'épisode de l'arrêt de bus. Cette scène, devenue culte, correspond à la rencontre entre Satsuki et le grand Totoro. Les deux fillettes patientent, à l'arrêt de bus, sous une pluie de rue, afin de donner à leur père un parapluie pour le trajet de retour. La pluie et l'obscurité vespérale, renforcées par l'anxiété de ne pas voir leur père arriver à l'heure, déclenchent de l'ennui, de la fatigue, de la déception et même de la peur. Une peur des plus profondes, celle de la solitude. Intervient alors Totoro. Après avoir assimilé l'idée de son existence, Satsuki lui donne un parapluie pour qu'il se couvre de la pluie. Le son brut des gouttes sur la toile de parapluie amuse alors énormément la créature imaginaire. La scène, jusqu'à présent morose et angoissante, s'illumine pour devenir un spectacle burlesque. Une construction similaire est discernable lors de la scène de bain. Le message se montre cristallin. Un environnement, source d'états peu confortables, peut être combattu par l'imagination, génitrice de l'amusement, de la joie et de l'espoir. L'idée est également visible dans la péripétie des Noiraudes. Ces petites boules de suie, présentes dans les maisons longuement inhabitées, surprennent et effraient les deux fillettes lors de leur arrivée dans leur nouveau chez elles. Cette noirceur grouillante et rebutante pourrait être considérée comme une expression des peurs viscérales liées au noir. Leur père en fera une interprétation plus prosaïque. Il s'agirait donc des phénomènes d'adaptation rétinienne et pupillaire. C'est la voisine qui rassure Mei et Satsuki, faisant de ces créatures effrayantes au premier abord de petits êtres ne représentant aucune menace, presque rieuses, comme le souligne leur thème musical. Cette même voisine ajoute ensuite « Quand j'étais enfant, je les voyais », faisant ainsi de l'imagination le savoir garder des enfants, une preuve de leur faculté à créer des êtres ou des mondes imaginaires. Une faculté de laquelle les adultes devraient s'inspirer ou ne jamais se séparer. Nous le constatons avec un passage mettant en scène Mei et son père. Nous trouvons le père affairé et en manque d'idées. Puis, sa fille le mêle à son jeu d'enfant, il devient le fleuriste de son histoire fictive. C'est dans l'une des fleurs que le père retrouve l'inspiration. Si l'on élargit notre champ de vision, en sachant que Miyazaki s'est inspiré de sa propre enfance pour créer ce film, cela pourrait réfléchir sa propre quête d'inspiration au travers de son imagination d'enfant. Outre l'imagination, Mon voisin Totoro s'étend sur un autre thème que vous avez, j'en suis certain, commencé à entrevoir. Et pour cause, celui-ci se trouve dans le titre même de l'œuvre. Poursuivons donc et glanons les éléments composant cette ode à la nature. Dans la nuit, sous la pleine lune, au sein du territoire des rêves et de l'imagination, des graines donnent vie à un arbre démesurément grand. Comme pour nous suggérer que la nature, à l'instar de l'imagination de l'enfant, doit être respectée, alimentée, vénérée. D'ailleurs, ce poème fantastique dédié à la nature ne passe pas uniquement par des scènes explicites. En effet, à y regarder de plus près, l'ensemble de l'œuvre est saupoudré d'images, parfois contemplatives et sans impact sur l'intrigue, de faune et de flore. Les plans sur les arbres, les arbustes, les herbes sauvages, les plaines, les ruisseaux et les rivières se comptent par dizaines. Et,
sont épaulés par le vol de papillons, la reptation d'un escargot, le fourmillement de têtards, la lente marche d'un crapaud ou même le virevoltement d'une libellule. Admirez par exemple cette image. Même cet hôpital, qui ne saurait être plus humain, se trouve au beau milieu d'une forêt, telle une pierre précieuse sertie dans un anneau de nature. Et comme nous sommes invités à y pénétrer, par le biais de la mère des deux fillettes, la nature nous accompagne, par la fenêtre, dans le vase, sur le dessin, ou même sur le calendrier. Revenons à présent sur l'arbre à camphre. Nous avons déjà établi qu'il incarnait le cœur de la forêt, le cœur d'un lieu sacré. Outre cet aspect, il faut savoir que le camphrier est l'arbre emblématique de la ville de Hiroshima, le premier à avoir repris après le bombardement atomique perpétré par les USA. Lors de sa première apparition dans le film, sa hauteur paraît infinie, et notre regard est aussitôt happé vers les étendues célestes. Les notes aiguës du thème musical qui accompagne cette scène talonnent notre vue et nous incitent à observer les hauteurs, comme si l'arbre était l'équivalent d'une déité. Au cœur de ce camphrier logent les Totoro. Plus qu'une créature de la forêt, le Totoro est la forêt. Nous pourrions même considérer qu'il incarne, dans une conception plus large, l'écosystème lié au village et aux bois voisins. Cela implique également le vent, l'air et tout ce qui s'y rapporte. Nous le constatons lors de la scène de l'ocarina, un instrument à vent, ou encore pendant la scène de l'envol, lorsque le Totoro emmène les filles sur sa toupie flottante. La toupie, par son principe de tournoiement, évoque l'équilibre du monde en général, en l'occurrence celui entre les hommes et la nature. Si Totoro se veut l'allégorie de la nature, le titre de l'œuvre, Mon voisin Totoro, pourrait être renommé Ma voisine la nature. Dès lors, rien de plus limpide. La faune, la flore et l'homme cohabitent sur un vaste territoire, la Terre. Et l'homme ne doit pas mépriser ou exploiter les deux premiers, mais, au contraire, les considérer comme ses pairs, comme ses voisins. Cette proximité se matérialise dans le film par un acte ordinaire, l'échange. Sous la pluie battante à l'arrêt de bus, Satsuki fournit un parapluie au grand Totoro et celui-ci la remercie en lui offrant un sac de graines. Si nous reprenons ce qu'il a été admis sur le statut de Totoro, cela signifie qu'en prenant soin de la nature, qu'en la protégeant, celle-ci nous le rend, par sa prospérité par exemple. En faisant de cette œuvre un film d'animation pour enfants et adultes, Miyazaki a pu donner vie à Totoro dans l'esprit de ses spectateurs. Et cela ne se cantonne pas à la forêt de Tokorozawa, mais s'étend bien au-delà, vers les autres forêts du monde. Qui n'a jamais rêvé qu'au cours d'une marche ou d'un voyage champêtre, les arbres environnants abritaient quelque quantité mystique ou fantastique, qu'en ces lieux régnait un seigneur de la nature. Et si, parmi vos convictions personnelles, celle de la protection de la faune et de la flore est comprise, dites-vous que des œuvres telles que Mon voisin Totoro y ont largement participé. Mon voisin Totoro lance un message bienveillant envers la nature et l'enfance, un message que de nombreux pays ont eu la chance de découvrir et peuvent continuer de le faire. J'espère que les générations suivantes s'en inspireront aussi. Quant à nous, passons à ce que nous pouvons en retenir. Je suppose que, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous comprenez que le fait de bien choisir le point de vue d'une histoire est primordial. Cela influe sur le comportement ou la position que va adopter le spectateur, le lecteur ou le joueur. Mon voisin Totoro nous conte une histoire à travers les yeux de deux enfants, l'une très jeune et l'autre presque adolescente, c'est-à-dire à la frontière entre les responsabilités d'un adulte et l'imagination d'un enfant. Par ce fait, il est presque évident pour le spectateur d'accepter la réalité des phénomènes pourtant surnaturels de l'œuvre.
La suspension d'incrédulité est justifiée par cet unique choix. En vous immergeant au plus profond d'une œuvre, vous donnez votre consentement pour que, l'espace d'un instant, l'auteur s'accapare vos yeux et ce dont ils seront témoins. Et si, par le passé, une œuvre vous a plu, vous a marqué, alors c'est certainement que l'auteur a su trouver les yeux adéquats pour vous parler. Sur ce, méditez sur vos œuvres favorites. Je vous laisse avec une ultime question. Quels sont les yeux qui savent vous parler? Merci de m'avoir suivi. C'était Métaphore-moi ça.